Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture des Contes du lundi d'Alphonse Daudet. Et nous en sommes toujours à la première partie qui s'intitule La fantaisie et l'histoire. Et je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Toute la batterie est réveillée. On s'appelle d'un hamac à l'autre et comme on est tous parisiens, on commence à blaguer, à ricaner. Moi, je fais semblant de dormir pour qu'on me laisse tranquille. Quel horrible supplice de n'être jamais seul, de vivre à tas. Faut se monter à la colère des autres, dire comme eux, affecter des haines qu'on n'a pas, sous peine de passer pour un mouchoir. Et toujours la blague, quelle mer, mon Dieu. On sent que le vent creuse de grands trous noirs à la frégate, où la frégate plonge et tourbillonne. Allons, j'ai bien fait de ne pas les emmener. C'est si bon de penser à cette heure qu'ils sont là-bas, bien abrités dans notre petite chambre. Du fond de la batterie noire, il me semble que je vois le rayon de lampe abaissé sur tous ces fronts. Les enfants endormis et la mère penchée, qui songe et qui travaille. Les Fées de France. Conte fantastique. Accusés, levez-vous, dit le président. Un mouvement se fit au banc hideux des pétroleuses et quelque chose d'informe et de grelottant vint s'appuyer contre la barre. C'était un paquet de haillons, de trous, de pièces, de ficelles, de vieilles fleurs, de vieux panaches, et là-dessus, une pauvre figure fanée, tannée, ridée, crevassée, où la malice de petits yeux noirs frétillait au milieu des rides comme un lézard à la fente d'un vieux mur. « Comment vous appelez-vous » lui demanda-t-on. « Mélusine. »« Vous dites ?» Elle répéta très gravement. « Mélusine. » Sous sa forte moustache de colonel de dragon, le président eut un sourire, mais il continua sans sourciller. « Votre âge ?»« Je ne sais plus. »« Votre profession ?»« Je suis fée. » Pour le coup, l'auditoire, le conseil et le commissaire du gouvernement lui-même, tout le monde partit d'un grand éclat de rire. Mais cela ne la troubla point. Et de sa petite voix claire et chevrotante, qui montait haut dans la salle et planait comme une voix des rêves, la vieille reprit. « Ah, les fées de France. Où sont-elles, toutes mortes, mes bons messieurs? Je suis la dernière. Il ne reste plus que moi. En vérité, c'est grand dommage, car la France était bien plus belle quand elle avait encore des fées. Nous étions la poésie du pays, sa foi, sa candeur, sa jeunesse. Tous les endroits que nous hantions, les fonds des parcs embroussaillés, les pierres, des fontaines, des tourelles, des vieux châteaux, les brumes d'étangs, les grandes landes marécageuses recevaient de notre présence je ne sais quoi de magique et d'agrandi. À la clarté fantastique des légendes, on nous voyait passer un peu partout, traînant nos jupes, dans un rayon de lune, ou courant, sur les pieds, sur les prés, à la pointe des herbes. Les paysans nous aimaient, nous vénéraient. Dans les imaginations naïves, nos fronts couronnés de perles, nos baguettes, nos quenouilles, enchantés, mêlés un peu de crainte à l'adoration. Aussi, nos sources restaient toujours claires. Les charrues s'arrêtaient au chemin que nous gardions. Et comme nous donnions le respect de ce qui est vieux, nous, les plus vieilles du monde, d'un bout de la France à l'autre, on laissait les forêts grandir, les pierres crouler d'elles-mêmes. Mais le siècle a marché. Les chemins de fer sont venus, on a creusé des tunnels, comblé les étangs et fait tant de coupes d'arbres que bientôt nous n'avons plus su où nous mettre. Peu à peu, les paysans n'ont plus cru à nous. Le soir, quand nous frappions à ses volets, Robin disait « c'est le vent » et se rendormait. Les femmes venaient faire leur lessive dans nos étangs. Dès lors, ça a été fini pour nous. Comme nous ne vivions que de la croyance populaire, en la perdant, nous avons tout perdu. La vertu de nos baguettes s'est évanouie. Et depuis s'entraîne que nous étions, nous sommes trouvés de vieilles femmes, ridées, méchantes comme des fées qu'on oublie. Avec cela, notre pain à gagner et des mains qui ne savaient rien faire. Pendant quelque temps, on nous a rencontrés dans les forêts traînant des charges de bois mort.
ou ramassant des glanes au bord des routes. Mais les forestiers étaient durs pour nous. Les paysans nous jetaient des pierres. Alors, comme les pauvres qui ne trouvent plus à gagner leur vie au pays, nous sommes allés la demander au travail des grandes villes. Il y en a qui sont entrés dans les filatures, d'autres ont vendu des pommes l'hiver au coin des ponts, ou des chapelets à la porte des églises. Nous poussions devant nous les charrettes d'oranges. Nous tendions aux passants des bouquets d'un sou dont personne ne voulait. Et les petits se moquaient de nos mentons branlants. Et les sergents de ville nous faisaient courir. Et les omnibus nous renversaient. Puis la maladie, les privations, un drap d'hospice sur la tête. Et voilà comme la France a laissé toutes ses fées mourir. Elle en a été bien punie. Oui. Oui, riez, mes braves gens. En attendant, nous venons de voir ce qu'est un pays qui n'a plus de fées. Nous avons vu tous ces paysans repus et ricaneurs ouvrir leurs huches aux Prussiens et leur indiquer les routes. Voilà, Robin ne croyait plus au sortilège, mais il ne croyait pas davantage à la patrie. Si nous avions été là, nous autres, de tous ces Allemands qui sont entrés en France, pas un ne serait sorti vivant. Nos dracs, nos feux follets, les auraient conduits dans des fondrières. À toutes ces sources pures qui portaient nos noms, nous aurions mêlé des breuvages enchantés qui les auraient rendus fous. Et dans nos assemblées au clair de lune, d'un mot magique, nous aurions si bien confondu les routes, les rivières, si bien enchevêtrées de ronces, de broussailles, ces dessous de bois où il allait toujours se blottir, que les petits yeux de chat de Monsieur de Molck n'auraient jamais pu s'y reconnaître. Avec nous, les paysans auraient marché. Des grandes fleurs de nos étangs nous aurions fait des baumes pour les blessures. Les fils de la Vierge nous auraient servi de charpie. Et sur les champs de bataille, le soldat mourant aurait vu la fée de son canton se pencher sur ses yeux à demi fermés pour lui montrer un coin de bois, un détour de route, quelque chose qui lui rappelle le pays. C'est comme ça qu'on fait la guerre nationale, la guerre sainte. Mais hélas, dans les pays qui ne croient plus, dans les pays qui n'ont plus de fées, cette guerre-là n'est pas possible. Ici, la petite voix grêle s'interrompit un moment et le président prit la parole. Tout ceci ne nous dit pas ce que vous faisiez du pétrole qu'on a trouvé sur vous quand les soldats vous ont arrêté. Je brûlais Paris, mon bon monsieur, répondit la vieille très tranquillement. Je brûlais Paris parce que je le hais. Parce qu'il rit de tout, parce que c'est lui qui nous a tués. C'est Paris qui a envoyé des savants pour analyser nos belles sources miraculeuses et dire au juste ce qu'il entrait de fer et de soufre dedans. Paris s'est moqué de nous sur ses théâtres. Nos enchantements sont devenus des trucs, nos miracles, des gaudrioles. Et l'on a vu tant de vilains visages passer dans nos robes roses, nos chars ailés, au milieu des clairs de lune en feu de Bengale, qu'on ne peut plus penser à nous sans rire. Il y avait des petits enfants qui nous connaissaient par nos noms, nous aimaient, nous craignaient un peu. Mais au lieu des beaux livres tout en or et en images, où ils apprenaient notre histoire, Paris maintenant leur a mis dans les mains la science à la portée des enfants, de gros bouquins d'où l'ennui monte comme une poussière grise et efface dans les petits yeux nos palais enchantés et nos miroirs magiques. Oh oui, j'ai été contente de le voir flamber votre Paris. C'est moi qui remplissais les boîtes des pétroleuses et je les conduisais moi-même aux bons endroits. Allez, mes filles, brûlez tout. Brûlez tout. Décidément, cette vieille est folle, dit le président. Emmenez-la. Deuxième partie. Caprices et souvenirs. Un teneur de livres. Quel brouillard, dit le bonhomme en mettant le pied dans la rue. Vite, il retrousse son collet, ferme son cache-nez sur sa bouche et la tête baissée, les mains dans ses poches de derrière, il part pour le bureau en sifflotant. Un vrai brouillard, en effet. Dans les rues, ce n'est rien encore. Au cœur des grandes villes, le brouillard ne tient pas plus que la neige. Les toits le déchirent, les murs l'absorbent. Il se perd dans les maisons à mesure qu'on les ouvre, fait les escaliers glissants, les rampes humides. Le mouvement des voitures, le va-et-vient des passants, ces passants du matin, si pressés et si pauvres,
le hache, l'emporte, le disperse. Il s'accroche aux vêtements de bureau, étriqués et minces, aux waterproof des fillettes de magasin, aux petits voiles flasques, aux grands cartons de toile cirée. Mais sur les quais encore déserts, sur les ponts, la berge, la rivière, c'est une brume lourde, opaque, immobile, où le soleil monte, là-haut, derrière Notre-Dame, avec des lueurs de veilleuse, dans un verre dépoli. Malgré le vent, malgré la brume, l'homme en question suit les quais. Toujours les quais, pour aller à son bureau. Il pourrait prendre un autre chemin. Mais la rivière paraît avoir un attrait mystérieux sur lui. C'est son plaisir de s'en aller le long des parapets, de frôler ses rampes de pierre usées au coude des flâneurs. À cette heure et par le temps qu'il fait, les flâneurs sont rares. Pourtant, de loin en loin, on rencontre une femme chargée de linge qui se repose contre le parapet, ou quelques pauvres diables accoudés, penchés vers l'eau d'un air d'ennui. Chaque fois, l'homme se retourne, les regarde curieusement et l'eau après eux, comme si une pensée intime mêlait dans son esprit ces gens à la rivière. Ce n'est pas gai ce matin, la rivière. Ce brouillard qui monte entre les vagues semble l'alourdir. Les toits sombres des rives, tous ces tuyaux de cheminée inégaux et penchés qui se reflètent, se croisent et fument au milieu de l'eau, font penser à je ne sais quelle lugubre usine qui, au fond de la Seine, enverrait à Paris toute sa fumée en brouillard. Notre homme, lui, n'a pas l'air de trouver cela si triste. L'humidité le pénètre de partout. Ses vêtements n'ont pas un fil de sec. Mais il s'en va tout de même, en sifflotant avec un sourire heureux au coin des lèvres. Il y a si longtemps qu'il est fait aux brumes de la Seine. Puis il sait que là-bas, en arrivant, il va trouver une bonne chancelière bien fourrée, son poêle qui ronfle en l'attendant, et la petite plaque chaude où il fait son déjeuner tous les matins. Ce sont là de ces bonheurs d'employés, de ces joies de prison, que connaissent seulement ces pauvres êtres rapetissés, dont toute la vie tient dans une encoignure. Il ne faut pas que j'oublie d'acheter des pommes, se dit-il de temps en temps. Et il siffle et il se dépêche. Vous n'avez jamais vu quelqu'un aller à son travail aussi gaiement. Les quais, toujours les quais, puis un pont. Maintenant le voilà derrière Notre-Dame. À cette pointe de l'île, le brouillard est plus intense que jamais. Il vient de 3 côtés à la fois, noie à moitié les hautes tours, s'amasse à l'angle du pont, comme s'il voulait cacher quelque chose. L'homme s'arrête. C'est là. On distingue confusément des ombres sinistres, des gens accroupis sur le trottoir qui ont l'air d'attendre, et comme au gris des hospices et des squares, des éventaires étalés, avec des rangées de biscuits, d'oranges, de pommes. Oh, les belles pommes si fraîches, si rouges sous la buée. Il en remplit ses poches, en souriant à la marchande, qui grelotte, les pieds sur sa chaufferette. Ensuite, il pousse une porte dans le brouillard, traverse une petite cour où stationne une charrette attelée. « Est-ce qu'il a quelque chose pour nous ?» demande-t-il en passant. Un charretier, tout ruisselant, lui répond. « Oui, monsieur, et même quelque chose de gentil. » Alors il entre vite dans son bureau. C'est là qu'il fait chaud et qu'on est bien. Le poêle ronfle dans un coin. La chancelière est à sa place, son petit fauteuil l'attend, bien au jour, près de la fenêtre. Le brouillard en rideau sur les vitres fait une lumière unie et douce. Et les grands livres à dos vert s'alignent correctement sur leur casier. Un vrai cabinet de notaire. L'homme respire. Il est chez lui. Avant de se mettre à l'ouvrage, il ouvre une grande armoire, en tire des manches de lustrine qu'il passe soigneusement, un petit plat de terre rouge, des morceaux de sucre qui viennent du café, et il commence à peler ses pommes, en regardant autour de lui avec satisfaction. Le fait est qu'on ne peut pas trouver un bureau plus gai, plus clair, mieux en ordre. Ce qu'il y a de singulier, par exemple, c'est ce bruit d'eau qu'on entend de partout, qui vous entoure, vous enveloppe, comme si on était dans une chambre de bateau. En bas, la Seine se heurte en grondant aux arches du pont, déchire son flot d'écume à cette pointe d'île toujours encombrée de planches,
de pilotis, d'épaves. Dans la maison même, tout autour du bureau, c'est un ruissellement d'eau, jeté à pleine cruche, le fracas d'un grand lavage. Je ne sais pas pourquoi cette eau vous glace rien qu'à l'entendre. On sent qu'elle claque sur un sol dur, qu'elle rebondit sur des larges dalles, des tables de marbre qui la font paraître encore plus froide. Qu'est-ce qu'ils ont donc tant à laver dans cette étrange maison? Quelle tâche ineffaçable! Par moments, quand ce ruissellement s'arrête, là-bas au fond, ce sont des gouttes qui tombent une à une, comme après un dégel ou une grande pluie. On dirait que le brouillard, amassé sur les toits, sur les murs, se fond à la chaleur du poêle et dégoutte continuellement. L'homme n'y prend pas garde. Il est tout entier à ses pommes qui commencent à chanter dans le plat rouge avec un petit parfum de caramel. Et cette jolie chanson l'empêche d'entendre le bruit d'eau, le sinistre bruit d'eau. Quand vous voudrez greffier, dit une voix enrouée dans la pièce du fond. Il jette un regard sur ses pommes et s'en va bien à regret. Où va-t-il? Par la porte entr'ouverte une minute, il vient un air fade et froid qui sent les roseaux, le marécage, et comme une vision de harde en train de sécher sur des cordes, des blouses fanées, des bourgerons, une robe d'indienne pendue toute son long par les manches et qui s'égoutte. C'est fini. Le voilà qui rentre. Il dépose sur sa table de menus objets tout trempés d'eau et revient frileusement vers le poêle dégourdir ses mains rouges de froid. Il faut être enragé, vraiment, par ce temps-là, se dit-il en frissonnant. Qu'est-ce qu'elles ont donc toutes? Et comme il est bien réchauffé et que son sucre commence à faire la perle au bord du plat, il se met à déjeuner sur un coin de son bureau. Tout en mangeant, il a ouvert un de ses registres et le feuillette avec complaisance. Il est si bien tenu, ce grand livre. Des lignes droites, des en-têtes à l'encre bleue, des petits reflets de poudre d'or, des buvards à chaque page. Un soin, un ordre. Il paraît que les affaires vont bien. Le brave homme a l'air satisfait d'un comptable en face d'un bon inventaire de fin d'année. Pendant qu'il se délecte à tourner les pages de son livre, les portes s'ouvrent dans la salle à côté. Les pas d'une foule sonnent sur les dalles. On parle à demi-voix, comme dans une église. Oh, qu'elle est jeune. Quel dommage. Et l'on se pousse, et l'on chuchote. Qu'est-ce que cela peut lui faire qu'elle soit jeune? Tranquillement, en achevant ses pommes, il attire devant lui les objets qu'il a apportés tout à l'heure. Un dé plein de sable, un porte-monnaie avec un sou dedans, de petits ciseaux rouillés, si rouillés qu'on ne pourra plus jamais s'en servir. Plus jamais. Un livret d'ouvrière dont les pages sont collées entre elles, une lettre en loques, effacée, où l'on peut lire quelques mots. L'enfant, pas d'argent, moi de nourrice. Le teneur de livre hausse les épaules avec l'air de dire « Je connais ça ». Puis il prend sa plume, souffle soigneusement les miettes peintes tombées sur son grand livre, fait un geste pour bien poser sa main et de sa plus belle ronde, il écrit le nom qu'il vient de déchiffrer sur le livret mouillé. Félicie Rameau, brunisseuse, 17 ans. Avec 300 000 francs que m'a promis Girardin. Ne vous est-il jamais arrivé de sortir de chez vous, le pied léger et l'âme heureuse, et après 2 heures de course dans Paris, de rentrer tout mal en train, affaissé par une tristesse sans cause, un malaise incompréhensible? Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai donc? Mais vous avez beau chercher, vous ne trouvez rien. Toutes vos courses ont été bonnes, le trottoir sec, le soleil chaud, et pourtant, vous vous sentez au cœur une angoisse douloureuse, comme l'impression d'un chagrin ressenti. C'est quand ce grand Paris, où la foule se sent inobservée et libre, on ne peut faire un pas sans se heurter à quelque détresse envahissante, qui vous éclabousse et vous laisse sa marque en passant. Je ne parle pas seulement des infortunes qu'on connaît, auxquels on s'intéresse, de ces chagrins d'amis qui sont un peu les nôtres et dont la rencontre subite
vous serre le cœur comme un remords, ni même de ces chagrins d'indifférent qu'on n'écoute que d'une oreille et qui vous navrent sans qu'on s'en doute. Je parle de ces douleurs, tout à fait étrangères, qu'on n'entrevoit qu'au passage, en 1 minute, dans l'activité de la course et la confusion de la rue. Ce sont des lambeaux des dialogues saccadés au train des voitures, des préoccupations sourdes et aveugles qui parlent toutes seules et très haut, des épaules lasses, des gestes fous, des yeux de fièvre, des visages blêmes, gonflés de larmes, des deuils récents mal essuyés au voile noir. Puis des détails furtifs et si légers. Un collet d'habits brossé, usé, qui cherche l'ombre, une sérinette, sans voix, tournant à vide sous un porche, un ruban de velours au cou d'une bossue, cruellement noué, bien droit entre les épaules contrefaites. Toutes ces visions de malheur inconnus passent vite, et vous les oubliez en marchant. Mais vous avez senti le frôlement de leur tristesse, vos vêtements se sont imprégnés de l'ennui, qu'ils traînent après eux. Et à la fin de la journée, vous sentez remuer tout ce qu'il y a en vous d'ému, de douloureux. Parce que sans vous en apercevoir, vous avez accroché au coin d'une rue, au seuil d'une porte, ce fil invisible qui lie toutes les infortunes et les agite à la même course. Je pensais à cela l'autre matin, car c'est surtout le matin que Paris montre ses misères. En voyant marcher devant moi un pauvre diable étriqué dans un paletot trop mince, qui faisait paraître ses enjambées plus longues et exagérait férocement tous ses gestes, courbé en deux, tourmenté comme un arbre en plein vent, cet homme s'en allait très vite. De temps en temps, sa main plongeait dans une de ses poches de derrière et y cassait un petit pain qu'il dévorait furtivement, comme honteux de manger dans la rue. Les maçons me donnent appétit quand je les vois, assis sur les trottoirs, mordre un beau mitin de leur miche fraîche. Les petits employés aussi me font envie. Lorsqu'ils reviennent en courant de la boulangerie au bureau, la plume à l'oreille, la bouche pleine, tout réjoui de ce repas au grand air. Mais ici, on sentait la honte de la vraie faim, et c'était pitié de voir ce malheureux n'osant manger que par miettes le pain qu'il broyait au fond de sa poche. Je le suivais depuis un moment, quand tout à coup, comme il arrive souvent dans ces existences déroutées, il changea brusquement de direction et d'idée, et en se retournant, se trouva face à face avec moi. « Tiens, vous voilà !» Par hasard, je le connaissais un peu. C'était un de ces brasseurs d'affaires, comme il en pousse tant entre les pavés de Paris. Homme à invention, fondateur de journaux impossibles, autour duquel il s'était fait pendant un certain temps beaucoup de réclames et de bruit imprimé, et qui, depuis 3 mois, avait disparu dans un formidable plongeon. Après un bouillonnement de quelques jours à l'endroit de sa chute, le flot s'était uni, refermé, et il n'avait plus été question de lui. En me voyant, il se troubla. Et pour couper court à toute question, sans doute, aussi pour détourner mon regard de sa tenue sordide et de son sou de pain, il se mit à parler très vite, d'un ton faussement joyeux. Ses affaires allaient bien, très bien. Il n'avait été qu'un temps d'arrêt. En ce moment, il tenait une affaire magnifique, un grand journal industriel à images, beaucoup d'argent, un traité d'annonces superbe. Et sa figure s'animait en parlant. Sa taille se redressait. Peu à peu, il prit un ton protecteur, comme s'il était déjà dans son bureau de rédaction. Me demanda même des articles. « Vous savez, ajouta-t-il d'un air de triomphe, c'est une affaire sûre. Je commence avec 300 000 francs que m'a promis Girardin. » Girardin. C'est bien le nom qui vient toujours à la bouche des visionnaires. Quand on le prononce devant moi, ce nom, il me semble voir des quartiers neufs, des grandes bâtisses inachevées, des journaux tout frais imprimés, avec des listes d'actionnaires et d'administrateurs, que des fois j'ai entendu dire à propos des projets insensés, il faudra parler de ça à Girardin. Et lui aussi, le pauvre diable, cette idée lui était venue de parler de ça à Girardin. Toute la nuit, il avait dû préparer son plan, aligner des chiffres. Puis il était sorti et en marchant, en s'agitant, l'affaire était devenue si belle qu'au moment de notre rencontre, il lui paraissait impossible que Girardin lui refusât ses 300 000 francs. En disant qu'on le lui avait promis, le malheureux ne mentait pas. Il ne faisait que continuer son rêve.
Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.